Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 77e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Cal Richards écrit en 2015 qui s'intitule The One Page Financial Plan. Avant de faire la synthèse du livre, petit avertissement que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et sont teintées par ma subjectivité. Ces informations ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux agréés. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation puisque je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, Cal Richards excelle dans deux domaines. 1. Fournir des conseils financiers aux personnes et 2. Dessiner des croquis humoristiques. Donc, peu importe que vous soyez une personne visuelle ou non, vous pouvez certainement bénéficier du premier point, soit les conseils financiers aux personnes, qui est résultat de plus de ces 40 000 heures passées au cours des 20 dernières années en tant que conseiller financier. Il a travaillé chez Wells Fargo, Merrill Lynch et d'autres noms qui sont bien connus aux États-Unis. Toutes les conversations qu'il y a eu au fil des années ont été intégrées dans The One Page Financial Plan, donc le livre que je vous résume aujourd'hui, qui va vous aider à vous engager dans un processus de gestion financière personnelle qui fonctionne pour vous et vous tenir à votre plan. C'est un livre bien divertissant que j'avais hâte de vous synthétiser. Le premier élément de synthèse, c'est pourquoi l'argent est important pour toi. On dit souvent que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, c'est vrai, cependant l'argent est essentiel pour survivre. Il joue également un rôle intégral pour vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations. Donc, avant de vous lancer dans votre parcours financier, vous devez vous poser la question suivante. Pourquoi l'argent est-il vraiment important pour moi? Se demander cette question-là, ça peut vous aider à identifier vos valeurs clés qui vont déterminer à leur tour vos besoins et qui vont former la base même de votre plan financier. Il pourrait y avoir quelqu'un pour qui économiser de l'argent, c'est pour voyager dans le monde. Quelqu'un d'autre pourrait avoir le goût de constituer un bon fonds de retraite avec l'argent. Donc, en raison de la différence de valeurs et d'objectifs clés entre deux personnes différentes, le plan financier pour chacune de ces personnes-là va être nettement différent. Connaître vos valeurs et vos objectifs liés à votre plan financier va également vous aider à évaluer si la manière dont vous passez votre temps dans la vie reflète vos valeurs. Donc, imaginez que vous accordez de la valeur à l'argent parce qu'elle vous donne la liberté financière de passer plus de temps avec votre famille. Maintenant, imaginez que vous passez tellement de temps à votre travail que vous ne voyez pas votre famille autant que vous voulez, que vous êtes toujours sur votre téléphone quand vous êtes avec eux. Est-ce que vous vivez vraiment selon vos valeurs? Une fois que vous avez identifié ces valeurs-là, la prochaine étape, ça consiste à formuler des objectifs pour guider votre avenir financier. Et c'est justement le deuxième élément de synthèse du livre d'aujourd'hui, avoir des objectifs flexibles. Donc, l'auteur dit de penser au téléphone portable, au cellulaire il y a 15 ans. On n'aurait jamais pensé qu'on pourrait appeler et envoyer des SMS à n'importe qui, n'importe où dans le monde pour un forfait mensuel de quelques dizaines de dollars. Il n'y a pas si longtemps, nos factures de téléphone représentaient une part importante dans nos dépenses mensuelles, mais aujourd'hui, c'est pratiquement inexistant. Personne n'aurait pu prédire ça, c'est pourquoi vous devriez traiter vos objectifs financiers comme des vacances, selon l'auteur, soit d'établir un plan solide, mais laisser un peu de place pour des surprises qui sont inattendues. Il donne comme exemple de se fixer comme objectif de rembourser votre prêt étudiant de 50 000 $ au cours des 3 prochaines années. C'est vraiment une belle cible à avoir. La seule chose qui soit meilleure, c'est d'avoir le courage d'admettre qu'après avoir accidentellement endommagé votre voiture, vous avez dû en acheter une nouvelle et que ça va simplement pas se produire de rembourser votre prêt étudiant. Donc, si vous êtes assez flexible pour le faire, vous allez pouvoir vous fixer comme objectif de rembourser 30 000 $ sur la même période de 3 ans et vous sentir quand même satisfait. Donc, d'être assez lousse dans vos objectifs, tout en ayant bien sûr des objectifs qui sont clairs. Donc, l'auteur dit que quoi que vous fassiez, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous adapter lorsque la situation dans laquelle vous aviez fixé vos objectifs aura changé. Troisième élément de synthèse du livre, c'est rendre le budget amusant. L'auteur nous pose une question et dit « Pensez-vous que d'établir un budget, c'est simplement une manière pour le monde de punir ceux qui manquent de discipline? » Il dit qu'alors, c'est le temps de changer de perspective. Au lieu de vous concentrer juste sur les aspects ennuyeux du budget, l'auteur dit de considérer l'établissement d'un budget justement comme un moyen de suivre où va votre argent et d'évaluer comment ça se compare à vos objectifs et à vos valeurs afin que vous puissiez justement vous ajuster lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu.
Plus souvent qu'autrement, les gens disent qu'ils veulent voyager dans le monde, mais en réalité, on finit tous par avoir 20% de nos revenus dans des soirées, de la bière, des repas au resto. Ça signifie qu'on ne vit pas vraiment en accord avec notre véritable identité et par conséquent, l'auteur dit que ça doit changer. Et pour rendre ce changement amusant, il dit de transformer le budget comme un jeu. Donc, il dit de commencer par dresser une liste de vos coûts fixes, donc les dépenses qu'on ne peut pas changer comme le loyer, le téléphone, le loyer, le transport si vous en avez, toutes vos assurances, afin de pouvoir ensuite examiner où vous pouvez vraiment réduire les coûts dans votre budget. Ensuite, l'auteur dit de vous lancer des petits défis d'économie comme essayer d'aller travailler à vélo quelques jours par semaine, de vous préparer un déjeuner à l'avance, par exemple, 2 semaines d'avance pour bien cuisiner, et etc. Donc, l'auteur dit que, par exemple, l'année dernière, lui, il est sorti manger juste 2 fois par semaine, donc le week-end pendant 2 mois, et il a fini par apprécier vraiment les plats qu'il achetait et il a appris à cuisiner d'autres choses, donc des repas plus faits maison. Il dit que si vous êtes en couple, donc vous avez un conjoint ou une conjointe, il dit que c'est encore plus amusant parce que vous pouvez vous mettre en compétition l'un contre l'autre. Par exemple, l'auteur dit, en pariant sur celui qui peut survivre à la semaine avec le moins de dépenses à son actif. Je dois avouer qu'ici, cet élément clé-là de rendre le budget amusant, je comprends le principe derrière, mais honnêtement, les pistes que l'auteur donne, ça me semble pas... pour quelqu'un qui aime pas faire des budgets, je pense pas qu'il va avoir de fun en faire un à cause qu'il a lu cette section-là du livre. Quatrième élément de synthèse du livre, c'est payer les dettes, ça égale un investissement. L'approche de l'auteur, en fait, c'est que vous devriez rembourser vos dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé parce que c'est comme si c'était un investissement dans votre futur vous. Donc, il dit que chaque dollar de dette que vous accumulez sur votre carte de crédit, en particulier lorsque c'est pour des choses qui ne correspondent pas vraiment à vos objectifs, comme des dîners chics, par exemple, ou quoi que ce soit, ça, c'est $1 de dette qui va vous occuper à payer des intérêts en plus dans l'avenir. Donc, lorsque vous êtes occupé à payer des intérêts de ce genre de dette-là, il n'y a aucun moyen d'économiser pour ce que vous voulez vraiment faire. Donc, par conséquent, plus le taux d'intérêt est élevé, plus c'est important de se débarrasser rapidement de cette dette-là. En gros, l'auteur dit que prendre des dettes, c'est devoir payer des intérêts puis dire non à des objectifs ou à des choses que vous voulez faire. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Donc, pour l'auteur, rembourser des dettes, c'est comme si tu investissais, parce que si tu payes une dette à 7%, c'est comme si tu avais fait un placement de 7% assuré. Donc, dis-toi que rembourser une dette de crédit à 16%, c'est comme si tu avais un CPG, un certificat de placement garanti, où ton capital est protégé avec 16% de rendement garanti. Donc, on trouve pas ça sur le marché boursier. Donc, c'est pour ça que l'auteur dit qu'à un certain pourcentage d'intérêt, payer une dette, c'est vraiment un investissement. Et je vous invite à voir ça comme ça aussi. Ça va peut-être vous encourager à les rembourser plus rapidement. Le dernier point de synthèse du livre, c'est vraiment des éléments clés en rafale, donc des choses que je trouvais intéressantes dans le livre qui ne faisaient pas partie nécessairement des premiers points que je vous ai parlé, mais que je voulais quand même vous partager. Donc, le premier élément, c'est adopter une perspective plus large pour pas penser seulement à vos revenus et à vos dépenses immédiates, mais vraiment d'avoir un plan à long terme solide. Et pour ça, pour avoir un plan financier sur 20-25 ans,
mais il faut vraiment avoir une vision plus large que l'année ou les 2 années qui s'en viennent devant nous. Sinon, on a parlé un petit peu quand même rapidement, là, mais afin d'atteindre vos objectifs, c'est important d'avoir un plan qui respecte vos valeurs. Ensuite, de comprendre pourquoi l'argent est important pour vous. Donc, savoir le pourquoi, le why, c'est essentiel pour créer un plan financier qui est optimal selon votre contexte à vous. Il dit de ne pas vous tromper vous-même avec des prévisions irréalistes, donc d'évaluer honnêtement votre situation actuelle et d'être sincère avec vous-même lorsque vous ne pouvez pas suivre votre plan financier. Sinon, tantôt, il parlait d'objectifs flexibles, mais ce qu'il rajoute ici, c'est d'identifier vos objectifs à court et long terme, les énumérer et les placer par ordre de priorité. Donc, certains objectifs vont être plus importants que d'autres et votre plan financier doit permettre, en fait, de mettre l'importance sur ces objectifs-là qui prennent plus de place pour vous. Ensuite, il propose d'identifier des mini-objectifs. Donc, c'est des choses que vous devez réaliser pour atteindre les gros objectifs que vous fixez. Donc, vraiment une progression qui vous permet d'être motivé vers votre route, vers votre objectif principal. Parce que si votre objectif principal, c'est économiser 1 million pour la retraite, ben c'est long, ça peut être longtemps là, si vous n'avez pas des mini-objectifs entre, donc exemple, atteindre 100 000 ou quoi que ce soit comme investissement pour vous motiver dans votre épargne et votre investissement. Ensuite, il suggère d'évaluer votre situation financière en créant votre propre bilan, donc un petit peu comme je fais de temps en temps sur le podcast. Donc, ça va permettre de diviser vos actifs et vos passifs et justement de rester focus sur les objectifs à atteindre. Ensuite, il propose bien sûr d'établir un budget et au lieu d'économiser seulement un pourcentage fixe de vos revenus, il dit de tout simplement essayer d'économiser le plus possible. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est pas nécessairement viser un 5, 10, 15, 20%. Il dit c'est juste, une fois que vous avez établi la liste de vos priorités et ce sur quoi vous voulez vous concentrer, il dit d'épargner tout simplement le plus possible, que ce soit 6% pour vous ou 40% pour une autre personne. Et il termine en disant que c'est important de diversifier, donc d'avoir dans votre portefeuille différents types de placements ou un FNB qui fait ce travail-là pour vous et d'adopter une approche scientifique de l'investissement. Donc, si vous allez dans d'autres types d'approches que l'investissement dans des FNB, bien de faire vos recherches et de toujours vous informer avant d'investir. En conclusion, on dit dans le livre qu'un objectif sans plan, c'est juste un rêve, donc c'est quelque chose qui pourrait s'accomplir ou qui ne pourrait pas s'accomplir. Donc, dans la vie, c'est important d'avoir un plan, quelque chose qui va vous guider à travers les hauts, mais aussi les bas de la vie et qui va vous inculquer de la discipline par rapport à vos objectifs financiers. Un bon plan financier, ça ne se contente pas juste de vous dire comment économiser et investir, mais ça va creuser plus profondément dans votre pourquoi vous voulez économiser et investir. Donc, le livre de Cal Richards fait ça justement. Il va vous aider à identifier ce que vous voulez vraiment, puis il va vous guider pour élaborer un plan financier afin d'atteindre cet objectif-là ou les objectifs que vous alliez vous avoir fixés en lisant le livre. Ça apporte donc vraiment une perspective rafraîchissante qui est accompagnée de plusieurs images intéressantes et drôles à travers le livre, donc ça se lit bien. Et la façon dont l'auteur aborde l'argent qui rentre et qui sort de vos poches, ça donne vraiment l'impression que finalement, c'est pas si compliqué gérer ses finances. Donc, si vous n'avez pas une maîtrise complète de celle-ci, ben vous pouvez lire ce livre-là. Honnêtement, il n'est pas nécessairement meilleur qu'un autre. On aborde les bases pas mal, mais il est très facile à lire et le ton et les images rendent le tout très digeste. Donc, ça ne sera pas une perte parce que vous allez avoir eu du plaisir, je pense, à lire ce livre-là, même si vous n'apprenez pas nécessairement 4, 5, 6 nouvelles choses par rapport à vos finances. Donc, Key Points, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? En gros, c'est comprendre pourquoi on veut s'intéresser à nos finances et s'assurer d'atteindre ses objectifs en demeurant flexible, en payant ses dettes et en ayant un plan clair, sans oublier de s'amuser un peu dans tout ça. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Jacques Lépine et d'Yvan Cournoyer qui s'intitule « 101 trucs en investissement immobilier ». Donc, à partir de la semaine prochaine, on commence une trilogie de 3 épisodes où je vais vous synthétiser des livres qui parlent d'immobilier. Ce jeudi, je vous présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Je vous partage aussi une rediffusion de l'épisode 5 qui s'intitulait 80 stratégies en planification financière de Mathieu Guilbeault. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast.
Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.